Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes l'ancien ministre des Affaires étrangères, bien sûr, et vous continuez à écrire, analyser ce qu'il se passe dans le monde. Votre dernier livre s'appelle « Le nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique ». On va revenir évidemment sur ce qu'il se joue en ce moment même. États-Unis, Europe, Russie, Chine. Russie, évidemment, avec ce cessez-le-feu auquel Vladimir Poutine répond en quelque sorte « oui, mais nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin aux hostilités », a-t-il déclaré hier soir, mais nous partons du principe que cette trêve doit conduire à une paix durable pour s'attaquer aux causes profondes de cette crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on entre dans le dur, là. D'abord, c'est pas le jeu Europe, États-Unis, Chine, etc., c'est États-Unis, Russie. C'est tout. Non, pour le moment, c'est tout. On sait que Trump, il a annoncé à l'avance, il veut mettre fin à cette guerre. Il est concentré d'abord sur son ego et ses projets personnels, financiers, et d'autre part, Américain numéro 1, et d'autre part, se débarrasser du conflit en Ukraine. Il ne peut pas le faire dans les pires conditions. Il est obligé de gérer l'image que ça va donner pour lui aux États-Unis et sous le regard de la Chine. Mais c'est lui qui joue, en fait. Il a annoncé, il voulait arrêter. Donc vous avez vu comment il menace, et puis il recule, et puis il remenace. Donc il a amené Zelensky, qui est courageux et honorable, mais réaliste, souvent plus réaliste que ses soutiens en Europe d'ailleurs. Zelensky, il est obligé, il est à côté. Accepter donc la trêve, dans des conditions qu'il juge mauvaises, mais enfin, il n'y a pas le choix. Et après, on tombe sur le début de la vraie négociation. Je sais pas si on peut appeler négociation, enfin, elle commence maintenant. Et alors, que va dire Poutine? On ne sait pas en fait. Même Trump ne sait pas. Est-ce que Poutine va se contenter de dire qu'il a gagné parce qu'il garderait le Donbass et la Crimée? Il y a plus de 3 petits trucs. Oui, s'il faudra plus. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Mais Trump ne peut pas laisser non plus, disons, Poutine empocher n'importe quoi. Donc c'est là, on est exactement dans le début du moment où il y aura des rebondissements. On ne va pas conclure à la minute, ni aujourd'hui. Ni aujourd'hui, mais c'est évidemment du temps gagné aussi pour Vladimir Poutine, parce que pendant ce temps-là, sur le terrain, à Kursk notamment, il y a à nouveau des victoires russes. Il a plus intérêt à attendre quelques jours. Est-ce qu'il joue la montre? On verra. Non, il joue la montre depuis le début. Il attend les États-Unis. Depuis le début, alors, il y a le débat historique, mais pas politique aujourd'hui, sur est-ce qu'il fallait pas traiter autrement la question russo-ukrainienne, mais pas maintenant, dans les 10 à 15 années après la fin de l'URSS au début de la Russie. C'était l'avis ancien de Kissinger, Brzezinski et compagnie, mais là, on est dans un autre monde. Donc, personne ne va empêcher Trump d'arrêter le conflit. Il va arrêter le soutien à l'Ukraine. Personne ne va l'empêcher d'imposer, j'ose même pas appeler ça cessez-le-feu, il faudrait que je sois d'accord, un arrêt des combats. Est-ce que ça veut dire... C'est quoi la différence, entre arrêt des combats et cessez-le-feu, Hubert Védrine? Cessez-le-feu, c'est supposer un accord de part et d'autre. Un vrai accord mutuel. On arrête les combats. Après, il y a la négociation d'un accord de paix. C'est encore autre chose. Et donc, on ne sait pas jusqu'où va aller Poutine. Est-ce qu'il va se dire, j'empoche ce que je peux prendre maintenant, ou bien je demande plus? Parce que Trump est tellement pressé d'en finir que j'ai une marge de manœuvre. On ne sait pas. Personne ne sait. Vous avez dit, on est dans un nouveau monde. Aucun de ceux qui parlent dans le monde entier sur Poutine ne sait par rapport à ça. On est dans un nouveau monde. Comment vous le définiriez, ce nouveau monde, Hubert Védrine? Le nouveau monde, je définis comme étant l'oubli à l'Amérique du XXe siècle. Toute l'Amérique qui va de Roosevelt à Biden. Elle est finie. Oui, on est revenu à l'Amérique du 19e. Alors c'est très déstabilisant pour la planète mondialisation heureuse, la planète multilatéraliste diplomatique et par ailleurs la planète progressiste, parce que c'est les États-Unis qui ont inventé le politiquement correct, qui a dégénéré en wokistes qui prennent la tête de l'éradication. Mais c'est pas le sujet principal. Le politiquement correct a donné le wokisme, et aujourd'hui c'est un retour effectivement de boomerang. Oui. Et l'Amérique a pris la tête de l'éradication. Vous voyez ce qu'ils disent à ce sujet. C'est pas notre sujet stratégique principal, mais c'est dans le tableau quand même. Donc les Européens qui ont le plus cru à tout ça, communauté internationale, négociations multilatérales, valeurs universelles et compagnie, ce sont les plus déstabilisés avec le Canada par rapport à ça. Il n'empêche que la sidération est stérile, qu'il faut dépasser la sidération, comme je dis, l'indignation, les lamentations. Ça ne sert à rien de se lamenter. Désormais, il faut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, en vrai? Et là, on n'a pas les éléments dans la négociation Trump-Poutine. Si Poutine dit « ça me suffit pas, je suis ci, cela », la réaction essentielle, c'est pas la nôtre. On va s'indigner, mais la réaction essentielle, c'est Trump. Il peut pas laisser faire n'importe quoi, en réalité. Trump, il estime, lui, que dans les mots de Vladimir Poutine, il faut y voir quelque chose de progressif. Il considère même que c'est plutôt positif. Il a envie d'y croire. Oui, non, mais il a envie d'avancer, il a envie de conclure. Donc il va pas dire Poutine a tout rejeté.
Qu'est-ce qu'il ferait dans ce cas-là? Il serait obligé de changer de position. Si c'est ça, si Poutine joue pas le jeu, moi je me réengage à fond et je menace la Russie. Bon, il va venir dans les jours prochains, à mon avis, à peut-être hausser le ton, et en même temps il y a la carotte, il y a le bâton et la carotte. C'est quoi le bâton et c'est quoi la carotte? Alors le bâton, ce serait des menaces de réengagement américain direct qui contredirait tout ce qu'il dit depuis qu'il a même son mandat numéro 1 et contre Biden, en allant au-delà, en disant si tu joues pas le jeu du cessez-le-feu, je te menace à tel ou tel endroit. Et je soutiens activement les Ukrainiens. Activement ou ailleurs, ou menacer la flotte russe ou d'autres éléments ailleurs. Mais c'est pas du tout sa ligne. Donc je le dis pour être, disons, exhaustif. Mais je crois pas. En revanche, il peut faire miroiter la levée des sanctions américaines. Ce qui poserait un problème énorme d'ailleurs aux Européens qui diraient c'est horrible, on ne peut pas lâcher, il faut continuer, etc. Il peut y avoir mais qui se retrouveraient seuls à sanctionner dans ces cas-là et de manière Européens. Inefficace l'économie russe. En dehors de tous les sujets compliqués pour les Européens, est-ce qu'on envoie des troupes pour garantir ce que la Russie refuse? Ils vont dire c'est un casus belli, on peut les mettre en arrière, lesquels, comment? D'ailleurs, la plupart des pays européens qui envisagent, sont pas nombreux, 4-5, donc les troupes vont demander une garantie américaine. En plus, bon, ça c'est une décision compliquée. Lorsque la Russie répond à cela, que l'envoi de troupes, y compris de troupes de maintien de la paix sur le sol ukrainien, serait considéré par la Russie comme une déclaration de guerre, comme un acte de guerre, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'il faut prendre au sérieux cette déclaration? Oui, on peut pas faire autrement. On peut dire on s'en fiche, on est prêt à affronter la guerre, mais quels dirigeants en Europe vont dire ça? Est-ce que les opinions vont suivre? Puis ça dépend, vous avez dit accord de paix. Est-ce qu'il n'y a pas accord de paix? Il y a commencement à peine de négociations américano-russes. On n'est pas un accord. Si un accord, il faudra avoir l'accord. D'ailleurs, le président Macron, qui a plusieurs fois s'est dit disposé à envisager cet envoi, a parlé d'accord de paix. Donc, s'il y a un accord de paix, il y a des clauses autour. On n'en est pas là. On verra. Mais je pense que même si, dans le cas d'accord de paix, comme je le disais il y a un instant, les pays concernés, il y en a 4-5, on ne parle pas de l'Union européenne, hein, qui n'a pas de compétences vraies en matière militaire. Ce sont des pays dans l'Union européenne, mais pas avec les outils de l'Union européenne. C'est des pays de l'Alliance. Les pays de l'Alliance, les pays européens de l'Alliance qui ont des armées, 4-5, 5-6, on va dire. Bon. Donc, si c'est le cas, ils vont demander une garantie américaine. Après, il y aura l'autre question, plus large, d'un pilier européen de la défense. Et il y a la question que vous mentionniez il y a 2 minutes, qui est de savoir qu'est-ce qu'on fait si Trump, qui galope, lève les sanctions américaines. Vous voyez, pour les Européens, c'est vraiment un moment sans précédent, les semaines qui viennent. Et un moment décisif, je voudrais qu'on parle justement de l'Union européenne dans un instant, mais je reviens quand même sur l'expression utilisée par Vladimir Poutine. Il utilise l'expression de paix durable. Pourquoi il dit ça et qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'il a dit tout le temps. Mais ça veut dire satisfaire entièrement les demandes russes. Donc même Trump ne peut pas accepter complètement par rapport à ça. Je prends un exemple. L'Ukraine pourrait se résigner la mort dans l'âme en disant on n'a pas les moyens de reconquérir le Donbass et encore moins la Crimée. Mais on va pas le dire, on va pas le signer. Trump va dire vous devez signer, vous devez renoncer formellement. Et l'Ukraine, même le couteau sur la gorge, dira on peut pas, c'est pas possible. Vous voyez, un exemple. Comment ça va se dénouer? On est au début d'une négociation très très compliquée, historique, dans laquelle on n'a pas les cartes, en fait. Donc les Européens vont accompagner, si possible. On est dépossédés. En fait, nous, Européens, on est dépossédés aujourd'hui. On n'est pas dépossédés parce qu'on n'a jamais été une puissance à aucun moment. Il n'y a pas un seul exemple dans l'histoire du monde. Quand on parle récemment d'une forme de réveil, de la fin des dividendes de la paix, d'une forme de naïveté peut-être européenne, est-ce que vous vous dites oui, enfin les Européens se réveillent? Oui, ils ont cessé d'être des bisounours, je suis d'accord par rapport à ça. Mais est-ce que ça veut dire que l'Europe va retrouver une place de pouvoir? Non, elle n'a jamais été une puissance en tant que telle. Il y avait la puissance allemande ou française ou anglaise, etc. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Européens qui ont demandé aux Américains de les protéger. Donc l'Europe en tant que telle n'a jamais été une entité de puissance. Sinon les Européens, ils auraient été gaullistes. Au lieu d'embêter le général de Gaulle toute la journée, ils auraient été gaullistes. En faisant le pilier européen de l'Alliance. Bon. Donc c'est tout à fait nouveau. C'est pour ça qu'il faut être indulgent dans la période qui vient parce que c'est très compliqué quand même. Et chaque pays participant devra peut-être faire des sacrifices politiques ou sur le mode de la décision, etc. Quand vous dites des sacrifices politiques, avant d'en venir justement à la question de l'Union européenne, à la question éventuelle d'ailleurs de l'adhésion ou de l'ouverture de l'Union européenne à l'entrée de l'Ukraine, quand vous dites qu'il faudra faire des sacrifices, il y a
presque cette ambivalence. D'un côté, on dit il faut réarmer, de l'autre on dit ça voudra dire qu'il faudra faire des concessions, des sacrifices. C'est un discours aussi en quelque sorte monde ou protection sociale contre protection au sens sécurité, au sens armée. Est-ce qu'il faut opposer les deux ou est-ce qu'on peut se permettre les deux? Dans un monde idéal imaginaire, on peut faire les deux en même temps. Bon. Mais réarmer, c'est la décision des pays. Les annonces de Mme von der Leyen, c'est une sorte d'addition des engagements possibles des États membres. C'est pas la Commission qui a qu'à la main, en fait, pas un point ça. Donc on peut annoncer, ça donne 800 milliards, l'addition des pommes et des poires. Mais c'est un chiffre un peu virtuel, si je vous écoute. Un peu virtuel, mais après ça dépend de décisions en France, en Allemagne, en Suède, en Pologne, etc. Bon. Après, à quoi ça conduit? Comment on organise ça? C'est là où les Européens, les États européens de l'éventuel futur pilier européen de l'Alliance Atlantique ont des décisions à prendre, c'est comment on organise tout ça. Même au-delà de l'affaire de l'Ukraine, comment on l'organise? Est-ce qu'on crée un état-major? Dirigé par qui? Et qui donne les ordres à l'état-major? Vous voyez, c'est des questions... Au fond, ce dont vous nous parlez, c'est de l'OTAN. Je dis pas que c'est insoluble. Pendant longtemps, cette question-là, elle aurait dû se poser sur l'OTAN. Est-ce que l'OTAN, aujourd'hui, est encore une entité de solidarité réelle? Est-ce que les pays sont vraiment autour des États-Unis? Quand Donald Trump dit oui, mais enfin, s'il nous arrivait quelque chose à nous, je doute que les Français viendraient vraiment à notre secours. Est-ce qu'il a tort? Pour Trump, il n'y a pas d'alliés, ça ne veut rien dire pour lui. Il y a que des pays concurrents et il combat les pays qui ont un excédent commercial sur les États-Unis. Alliés ou pas, il s'en fiche. Pour lui, il y a un pays protecteur, les États-Unis, et un pays protégé. On n'était pas des alliés, on était protecteurs, protégés. Et maintenant, il y a un doute à cause de Trump. Donc les Européens sont obligés de traiter un sujet qu'ils ont repoussé avec horreur pendant des décennies, d'avoir à s'organiser par eux-mêmes. On va voir ce que ça donne. Donc je ne peux pas répondre à vos questions. On va voir dans les semaines, dans les prochaines semaines. Et il y a une question quand même fondamentale qui est celle de la dissuasion nucléaire. Ah, c'est autre chose. Au fond, c'est hors de la question de l'OTAN, c'est d'ailleurs hors de la question de l'Union européenne pour l'instant. C'est vraiment l'individualité de la France qui a, depuis le général de Gaulle, choisi cette indépendance et cette autonomie avec l'arme atomique. D'ailleurs, les Anglais l'ont aussi, mais je précise systématiquement que c'est pas tout à fait la même chose, parce que pour activer leur arme atomique, les Anglais sont dépendants des Américains. Nous sommes les seuls à avoir cette autonomie totale. Est-ce qu'il faut la partager? Aucune puissance nucléaire, pas que la France, c'est pas que français, c'est nucléaire en fait. Non, il s'agit de partager la décision de dissuader. Dans tous les pays, il y a un dissuadeur. C'est pas un comité, un dissuadeur. Ça, c'est le premier sujet, tout le monde est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le président de la République, point barre. Chez nous, c'est le président. Mais c'est pas un truc français, hein. Ça découle de l'arme nucléaire, la nature de l'arme. Il faut un dissuadeur. Aux États-Unis, c'est Trump. C'est pas un comité. C'est pas le Sénat, etc. C'est pas le Sénat qui décidera si on utilise ou non. Ça, c'est l'incarnation. Utiliser, enfin, normalement, c'est la menace. Pour ne pas l'utiliser, puisque c'est ça qui a garanti la paix pendant la guerre froide. Après, il y a la question de qui on protège. C'est autre chose. Alors, depuis l'origine, en France, comme d'ailleurs dans les autres pays, on dit c'est le sanctuaire national et les intérêts vitaux. Est-ce qu'il faut préciser les intérêts vitaux qui n'ont jamais été précisés exprès? Jamais. Parce que dès que vous les précisez, vous dites ça, c'est pas vital. Et après, qu'est-ce que vous allez englober? Est-ce que c'est crédible? Il faut pas savoir à qui on essaie de faire plaisir. Mais est-ce que ça dissuade l'agresseur potentiel? Bon, je ne peux pas aller au-delà parce que le débat commence à peine. Il n'a jamais eu lieu, en fait. Parce que le chancelier allemand a changé de position. Il est demandeur, en tout cas, de discussion. Il est demandeur et c'est lui qui ouvre en quelque sorte les discussions. Hubert Védrine, l'ONU dans cette histoire. Vous avez été ministre des Affaires étrangères à une époque où l'ONU était un lieu central pour le monde européen. Le Conseil de sécurité. Ah, il n'est même pas organisé, il n'y a même pas de rencontre, le Conseil de sécurité complètement hors jeu. Depuis, d'abord, dans l'ONU, le U est de trop, les nations ne sont pas unies. Bon. Mais c'est très bien qu'il y ait un rendez-vous annuel de tout le monde. Ça, pour vous, c'est juste l'organisation des nations. Mais elles ne sont pas unies, ce serait un fantasme. C'est un rendez-vous annuel qui est très utile. D'autre part, les organisations spécialisées, UNESCO, OMS, etc., c'est très très bien. Il faut un boulot magnifique. Le secrétaire général fait ce qu'il peut, il est très bien, Guterres. Mais il ne peut agir que si les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, dont la France depuis 1945, sont d'accord entre elles. Or, il y a eu le veto soviétique pendant des décennies, puis américain pendant des décennies. Au fond, on en revient presque à ce moment-là. C'est pas très nouveau. On en revient presque à ce moment-là, à un moment où, en effet, le Conseil de sécurité lui-même était figé par... Paralysé.
par les vétos des très grandes puissances. Ne soyez pas nostalgique de ça, parce que c'est jamais l'ONU qui a réglé quoi que ce soit. Je ne suis nostalgique de rien du tout. J'essaie de comprendre où est-ce que ça se joue aujourd'hui et quels sont les outils dont on dispose. Voilà. Ça se joue dans que va répondre Poutine. On ne sait pas. On dit oui, mais la discussion commence, la vraie discussion commence. Comment va réagir Trump au fait que Poutine n'est pas assez positif? Là, il dit il est assez positif. On va discuter. Qu'est-ce qu'il va dire dans 8 jours? On ne sait pas. Donc les Européens accompagnent, s'inquiètent, sont prêts peut-être à être obligés d'offrir des garanties si la Russie ne les menace pas trop, vous voyez, des décisions après d'accompagnement. Mais le jeu entre ce moment, c'est Trump, Poutine. 2 questions très précises. Maintenant. Hubert Védrine. Aujourd'hui, je veux dire. Enfin, précise. Je ne sais pas si vous pourrez répondre de manière précise, mais des questions sur le mot utilisé par Emmanuel Macron. À propos de la Russie, il parle d'une menace existentielle, y compris pour la France. Est-ce que c'est des mots qui vous semblent justes? C'est pas inexact, à condition qu'on se rappelle que c'était le cas pendant toute la guerre froide. Les missiles soviétiques étaient pointés sur la France, entre autres. Donc la menace russe, elle est exacte, mais elle concerne l'ensemble des pays occidentaux. En termes nucléaires, les missiles. Est-ce que c'est une menace au sens existentiel? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut entendre derrière existentiel l'idée d'une forme de destruction possible? Oui, mais pendant la guerre froide, on a vécu là-dedans pendant des décennies. Depuis toujours, depuis que j'existais, vous avez vécu avec ça. Effectivement, on a grandi avec l'idée de cette menace. On l'avait peut-être un peu oublié. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une forme à nouveau de guerre froide? On redécouvre, oui, bien sûr. On redécouvre ça, mais ça n'a jamais été complètement différent. Alors, il y a un moment après la fin de l'URSS, il y a une sorte d'illusion en Occident. Du côté américain, on a gagné, c'est la fin de l'histoire, et du côté européen, bisounours, c'était la communauté internationale, mais c'est déjà fictif. Et comme les Occidentaux ont complètement raté la gestion de l'après-guerre froide et la question russe, on est revenu assez vite, à partir de, pas Poutine au début, mais Poutine mandat 3, on va dire, à cette situation que vous décrivez. C'est une nouvelle guerre froide. Mais la menace existentielle, oui, c'est vrai, c'était vrai avant déjà. Mais on est sorti gagnant de la guerre froide. Il ne faut pas le prendre au sens totalement tragique ni désespérant. Ça veut dire qu'il faut réorganiser l'Europe de demain comme une sorte de gros porc-épic militaire que personne n'aura envie d'aller tester. L'Europe de demain comme une sorte de gros porc-épic militaire. Justement, Hubert Védrine. Spécialement, hein, Charles. Mais c'est ce qui est en train de se produire. Simplement, il faut aller plus vite. Et ça revient aux questions de tout à l'heure. Qui va commander le truc? Qui va commander le truc et avec quel genre d'armement? Hubert Védrine, une déclaration de soutien à l'Ukraine a été adoptée, y compris par les députés français. Certains se sont abstenus, voire n'étaient pas d'accord avec un point qui est la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est notamment le cas du RN ou de LFI qui s'opposent à l'idée que l'Ukraine puisse devenir État membre de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut donner cette perspective à l'Ukraine? Est-ce que l'Union européenne en changerait de nature? Ça peut faire partie de l'accompagnement d'un accord de paix s'il existait entre Trump et Poutine, ce qui n'est pas encore le cas, on verra, en se disant que peuvent faire les Européens en plus pour l'avenir de l'Ukraine. Mais est-ce que c'est de la rhétorique? Non, pas uniquement. Ou est-ce qu'on a vraiment l'ambition d'accueillir l'Ukraine? L'ambition, c'est une possibilité. En tout cas, je note bien que votre question, c'est sur l'Union européenne, parce que la question de l'OTAN est écartée par Trump. Ça, on l'a bien compris. Comme elle était par Biden, hein, et par les Allemands. Donc la question ne se pose pas. Pour le coup, c'est le casus belli avec la Russie. En revanche, l'Union européenne, à mon avis, c'est envisageable, mais il faut qu'il y ait un accord de paix Trump-Poutine. Donc Ukraine. Et après, on pourrait dire, d'accord, on accepte que l'Ukraine... Mais il faudrait reprendre le plan de Jean-Louis Bourlange, qui est très bon, qui est une adhésion par étapes, enfin l'adhésion à l'arrivée, et l'Ukraine entrerait peu à peu dans différents programmes dont elle bénéficierait. Il y a un travail énorme à faire pour déminer, reconstruire, etc. Donc moi, je pense que c'est pas une option à écarter. C'est pas invraisemblable, c'est pas irréaliste, c'est pas que... Ce n'est ni invraisemblable, ni irréaliste. Hubert Védrine, à court terme, il y a aussi une sorte de guerre commerciale que se livrent les Européens et les Américains. Les Européens qui sont obligés de répondre aux hausses des droits de douane. Et la dernière déclaration de Donald Trump qui, hier, menace les spiritueux, le champagne, le vin qu'on exporte aux États-Unis d'une hausse de 200% des taxes. Oui, c'est dément. Mais il va menacer chaque pays avec ses points faibles. Nous, ça va être ça, en Allemagne, la voiture, etc. Bon, est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout de ces annonces? Non. On voit bien que c'est comme avec Zelensky. Je t'ai écrabouillé complètement, mais non, demain on va signer l'accord sur les terres rares, je te réécrabouille. Bon, ça c'est Trump. Il peut pas aller très loin parce que ça va relancer l'inflation aux États-Unis. Et dans ce que dit Trump,
il y a énormément de contradictions sur, par exemple, le nettoyage ethnique à Gaza et avoir besoin de l'Arabie. C'est incohérent. Bon, vous voyez, la guerre commerciale, on l'a fait, puis l'inflation aux États-Unis. La question migratoire, évidemment, il y a beaucoup trop de submersion migratoire illégale, mais en même temps, on a besoin d'énormément de gens. Donc chez eux comme chez nous. Il dit un peu tout et son contraire, il souffle le chaud et le froid. Pour le moment. Donc, à mon avis, c'est une mode pour déstabiliser un peu tout le monde et il va être amené assez vite, plus vite qu'il doit le penser, dans les semaines qui viennent, à arbitrer. Et il peut pas aller jusqu'à ce qu'il raconte sur la guerre commerciale. Regardez ce que font les Mexicains et les Canadiens assez habilement. Ils annoncent des mesures spécifiques pour cibler des produits fabriqués dans des États américains républicains. Donc il y a une sorte de guerre qui s'engage, mais le dénouement, ça va pas être 200% de taxes, c'est l'arrêt global de l'économie mondiale. Merci Hubert Védrine. Il faut garder son sang-froid parce que ça va rebondir. Il faut garder son sang-froid et vous reviendrez. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, votre dernier livre, Le nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.